Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo que je fais dans mon nouveau décor. Enfin mon nouveau décor, tout est relatif, je la tourne dans mon nouvel appartement. Il y a eu le bookshelf tour juste avant, mais là du coup c'est un petit peu plus officiel. Je fais une vidéo face cam comme ça, avec en fond ma bibliothèque. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous allez sûrement m'entendre pas mal parler du nez, tousser, cracher mes poumons, mais je suis désolée, je n'y peux rien. En tout cas je tenais à m'excuser pour ces semaines un petit peu de rythme de vidéo un peu bancal. J'ai eu un petit peu de mal à m'adapter à toutes les péripéties qui sont arrivées dans ma vie au cours de ces dernières semaines. Je vais répondre progressivement à tout le monde dans les commentaires, j'y tiens particulièrement, j'aime pas vous lâcher des vues, donc je vais répondre à tout le monde mais ça prend un petit peu de temps et j'en suis désolée. Mais je reviens du coup sur les chapeaux de roue avec des nouvelles vidéos et même si je suis malade, je vais continuer à faire des vidéos. Et aujourd'hui, avec beaucoup de retard aussi, on se retrouve pour mon book haul du mois de septembre. Pas mal de livres sont arrivés dans ma bibliothèque au cours de ce mois-ci, quelques graphiques aussi dont certains j'ai pu découvrir qui sont vraiment de belles pépites. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans une vidéo particulière. Quoi qu'il en soit, on fait aujourd'hui donc mon book haul et c'est parti. Il y a quelques livres à vous présenter mais je vous avoue que ça va. Je trouve que par rapport à d'autres mois, ça aurait pu être beaucoup plus pire. Comme toujours, je débute avec les graphiques et j'attrape les webcomics en premier. C'est une réception qui me vient des éditions K-Factory. J'ai reçu le tome 3 du Roi des Bugs de Tony. Ici, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Il s'agit d'un développeur de jeux vidéo spécialisé dans la résolution de bugs qui se voit imposer des délais irréalisables par son patron assez tyrannique. De toute façon, on peut pas dire que l'ambiance dans l'entreprise soit géniale. Comme solution, il va créer des glitches, donc c'est des sortes d'easter eggs. On dit que c'est des petites blagues de développeurs au sein même du jeu vidéo, sauf que là, il y en a vraiment beaucoup. Un jour, l'apocalypse s'abat sur la Terre et il se retrouve projeté en même temps que ses collègues de travail dans le jeu vidéo. Et un peu comme Solo Leveling, si vous connaissez, il va essayer donc d'évoluer, de gagner en level en utilisant donc les glitches qu'il a lui-même créés. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai encore le tome 2 à lire et maintenant le tome 3, j'avoue je prends du retard dans ces webcomics là, mais j'ai quand même particulièrement hâte de découvrir la suite. L'autre webcomic que j'attrape, qui est aussi le dernier, me vient également de la part des éditions K-Factory. Il s'agit du tome 4 de Because I Can't Love You. C'est une romance contemporaine où on va suivre deux jumeaux, dont celui de la couverture, qui sont tous les deux en crush sur le même garçon, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'on va graviter vraiment sur le cercle social qu'il y a autour de ces jumeaux. On va aller beaucoup plus loin dans les personnages secondaires et c'est ça qui fait aussi la force de ce webcomic là, je trouve. On aborde des sujets aussi assez personnels, assez intimes dans l'affirmation de soi, dans le combat contre des traumatismes, contre les violences aussi familiales. J'ai beaucoup aimé en tout cas ce webcomic là, donc très hâte aussi de découvrir la suite. Je peux pas trop vous en parler du coup parce que ça va vous spoiler finalement et ça servirait pas à grand chose. Pour une fois, ce n'est pas les webcomics qui priment dans ce book haul, mais c'est bien les bandes dessinées. J'en ai pas mal à vous présenter. Le premier, c'est également une suite qui a été, ma foi, grandement explosée dans le carton. Il s'agit d'une réception de la part de Jungle Edition dans leur collection Jungle Pépite, donc l'adaptation de romans en bande dessinée. J'ai reçu le tome 2 de Nevermore. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, franchement, avec les dessins, je les ai trouvés vraiment très jolis. J'avais eu l'occasion de découvrir, on va dire, le premier quart du premier tome en roman. J'avoue, j'ai jamais continué, mais je me suis dit que c'était une bonne solution de le découvrir aussi en bande dessinée. J'aime bien la jeunesse en bande dessinée, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas me tourner là-dessus plutôt que le roman. Mais ils m'ont également envoyé le tome 2 de L'île du crâne. Là aussi, l'adaptation du roman du même nom qui apparemment a inspiré J.K. Rowling pour sa saga Harry Potter. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé le travail de l'illustrateur, du dessinateur et tout ce qui s'ensuit. Je trouve qu'on est sur une colorimétrie qui est extrêmement envoûtante, qui fait un effet assez magie mais sombre aussi parce qu'on va être dans une école où apparemment il y a des monstres comme professeurs et trois jeunes gens qui vont essayer de s'échapper. J'ai adoré le premier tome, du coup très hâte de poursuivre avec le tome 2. Je suis passée assez vite sur cela mais c'est des suites de sagas donc du coup j'ai pas envie de vraiment vous dévoiler des informations qui n'auraient pas lieu d'être. Je continue donc avec une réception des éditions Dupuis. J'ai reçu une bande dessinée, il me semble que c'est un one shot. Il s'agit de je me suis explosé la tempe. Il s'agit de Julia la Seule, donc écrit par David Borio et Yuna Park. J'aime trop le dessin de la couverture. Est-ce que j'ai craqué parce qu'il y a un chat ? Possiblement. Mais vraiment là au niveau des dessins je les trouve vraiment sublimes. J'adore cette patte graphique un petit peu ronde dans les dessins. Je trouve que ça me correspond tout à fait et ça fait une ambiance tout de suite carrément plus cocooning, donc idéal quand on veut passer une petite après-midi lecture de bande dessinée, enchaîner un petit peu sa pile à lire graphique. J'adore, très hâte de m'y mettre. Mais au vu des dessins de couverture, je pense que ça va être plutôt pour cet hiver. Pour vous parler un petit peu du résumé, on va être avec Julia qui arrive tout juste dans un nouveau lycée, mais c'est un petit peu particulier aussi, difficile de s'intégrer dans ce nouveau lycée en sachant qu'on a des souvenirs d'une autre époque. Est-ce les souvenirs d'une vie antérieure ou les souvenirs de ses ancêtres?
aucune idée. Quoi qu'il en soit, elle va être très intriguée par deux de ses camarades, la pétillante Caitlin, mais aussi le sombre Mika. Mika qui essaye de fabriquer des détecteurs de fantômes et qui va commencer à se poser des questions sur Julia, se demandant qu'est-ce qui cloche chez elle, et peut-être qu'ils auront plus en commun que ce qu'il n'y paraît. Autre bande dessinée qui me vient des éditions Jungle Frisson cette fois-ci, c'est une adaptation aussi d'un roman de Franck Tillier, cette fois-ci La Brigade des Cauchemars, le tome 1. Je ne sais pas si vous avez lu le roman, en tout cas je ne le connaissais pas du tout et je me suis dit quand j'ai vu cette bande dessinée dans le catalogue des éditions Jungle que c'était une occasion aussi de découvrir. Donc ici La Brigade des Cauchemars, le tome 1, Sarah, nous y suivons une bande d'adolescents qui vont créer la mystérieuse Brigade des Cauchemars. Créée par le professeur Angus, ce groupe vient en aide aux jeunes gens qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif expérimental unique, la brigade peut se glisser dans un cauchemar afin d'en détruire l'origine. Ça me fait penser un petit peu à Inception, tout ça. Les gens qui se glissent dans les rêves pour apprendre des informations et tout ça, j'aime bien. Là, c'est dans les cauchemars, donc écoutez, il y a un côté un petit peu plus frissonnant. Sauf que l'admission de Sarah à la clinique du sommeil va bouleverser les deux garçons, alors même qu'ils sont chargés de résoudre cette terreur nocturne. Angus semble leur cacher des informations. Et Esteban est certain d'avoir déjà vu Sarah, mais où ? Donc beaucoup de mystères, écoutez, j'ai jamais eu l'occasion de découvrir un Franck Tillier, je crois que j'ai essayé de lire Puzzle une fois, mais ça s'est pas très bien fini avec moi. Donc pourquoi pas le découvrir éventuellement en bande dessinée, surtout que les dessins, il y a un côté un petit peu angoissant aussi, avec ses yeux assez grands au niveau de ses personnages, un côté un petit peu frisson, ça peut être super sympa. Parfait aussi pour l'automne. Plus en se rapprochant de la période d'Halloween. Et peut-être que ça va finir par me convaincre de lire un Franck Tillier, qui sait. Et je termine avec une pépite graphique. Franchement, je l'ai dégommée hier. Je trouve que c'est une lecture parfaite pour la saison. Pour ceux qui sont lecteurs justement des saisons, et ben je ne peux que vous recommander de vous pencher vers ce titre pour la période automnale, surtout pour la période un petit peu spooky d'Halloween, si vous voulez vous plonger dans une bande dessinée un petit peu horrifique, sans que ça soit forcément de l'horreur pure et dure. Moi, je l'ai trouvé horrifique forcément, mais c'est largement supportable. Et je vous parle donc de Automnal, qui est écrit par, je me remets sur l'intro, Daniel Cross, du coup avec tout un tas de dessinateurs et de coloristes. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment pépite cette bande dessinée. Nous sommes avec Kate qui va emménager dans la ville de Comfort Notch avec sa fille Sibylle de 7 ans. Elle a quitté, Kate, cette ville-là quand elle avait tout juste 9 ans. Sa mère a décidé de l'éloigner en fait. C'était pars vivre avec ton oncle et ta tante et ne reviens jamais. On peut pas dire qu'elle a eu une enfance très joyeuse parce que son oncle et sa tante ne voulaient pas d'enfants et ne voulaient absolument pas s'occuper d'elle. Ils l'ont fait un petit peu par la force des choses. Et aujourd'hui, si elle retourne dans la ville de Comfort Notch, c'est pour assister à l'enterrement de sa mère. On peut dire que la relation entre les deux est très conflictuelle. Elles ne se sont pas reparlées depuis, mais dans la ville de Comfort Notch, il y a une relation un petit peu particulière avec les feuilles. C'est quelque chose d'assez angoissant. On ne sait pas trop pourquoi les gens réagissent au quart de tour au niveau de ses feuillages. Et là, quand elle assiste à l'enterrement de sa mère, elle essaye d'ouvrir le cercueil et on voit une image de sa mère qui est emplie de feuilles et de branches qui sortent de sa bouche et de ses yeux. Franchement, j'ai trouvé les dessins magnifiques. Je vous montrerai pas forcément les planches parce que j'aurais pas envie de vous spoiler, de vous montrer des trucs un petit peu horrifiques. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes vraiment sur des dessins un petit peu style comics et vraiment sur une ambiance angoissante, un petit peu horrifique aussi. Et franchement, j'ai adoré, c'était une véritable pépite. Je vous en parlerai donc prochainement en update lecture. Mais alors, qu'est-ce que c'était bien, franchement. Si vous aimez ce style de roman et qu'en plus de ça, vous êtes lecteur et lectrice de saison, foncez sur ce titre-là, c'était trop bien. Et du coup, je l'ai pas dit, mais c'est un service de presse qui me vient de la part des éditions 404. On continue maintenant avec les romans et je vous prends un roman qui est un petit peu une série de nouvelles. Alors, j'ai pas su savoir si c'était plutôt des extraits de romans ou alors si c'était remanié par l'auteur Matt Ralph. En tout cas, j'ai reçu de la part des éditions Hachette Heroes Conte des damnés aux origines de l'horreur qui est écrit par Matt Ralph et c'est illustré aussi par Taylor Dolan. Donc c'est un livre que je suis d'ailleurs en train de lire et vous avez en fait à l'intérieur pas mal d'illustrations qui va venir parsemer les nouvelles. C'est un format où vous avez en fait pas mal de contes horrifiques. On va retrouver Frankenstein et Dracula
pour les plus connus, mais d'autres aussi que je ne connaissais pas du tout, comme par exemple Le Masque de la Mort Rouge. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Vous avez parfois des doubles pages comme ça d'illustrations, je trouve que c'est pépite. Pour vous mettre dans l'ambiance d'Halloween, bah écoutez, ce titre-là est parfait pour vous. Donc c'est un recueil de différentes nouvelles. Oh, je vous montre juste la page comme ça, c'est trop chou. Vous avez juste une nouvelle qui est vraiment de la main de l'auteur du roman, mais en soi, c'est des reprises un petit peu. Est-ce qu'il l'a légèrement remanié? C'est possible. Mais c'est une reprise de nouvelles, de contes horrifiques, donc des extraits de romans. Vous n'avez pas Dracula en entier, mais des petits extraits comme ça. Je trouve ça plutôt sympa pour découvrir un petit peu aussi ces classiques de l'horreur. Vous avez Edgar Allan Poe par exemple, parsemé par un préambule, une préface par exemple, et quelques mots sur certains auteurs, notamment Edgar Allan Poe. Donc je suis tout juste en train de le découvrir, mais je suis très contente, c'est parfait pour la saison. On rentre maintenant dans les romans purs et durs. J'ai reçu de la part des éditions Milady le tout dernier Elie Hazelwood. Donc je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir cette autrice qui est connue pour notamment The Love Hypothesis et les autres qu'elle a fait, je ne sais plus lesquels, mais c'est des noms aussi anglais imprononçable pour moi en tout cas. Et là j'ai reçu donc Bride des éditions Milady, où on va être plutôt sur de l'urban fantasy mélangeant vampire et loup-garou, puisque nous sommes avec Misery Lark, la fille du conseiller vampire le plus puissant du sud-ouest, qui est aussi une paria. Paria pourquoi on ne sait pas, dans tous les cas elle vivait paisiblement avec les humains à l'abri des regards, donc je suppose que c'est une vampire, et en fait elle va être rappelée par son clan, notamment par son père, pour faire une alliance avec leur ennemi juré, donc les loups-garous, histoire de maintenir une paix durable entre les deux clans, et elle va devoir se marier avec un loup-garou. Donc on est vraiment sur de la romantécie pure et dure, je pense, un brin urban fantasy. Écoutez, j'ai quand même hâte de lire. Elie Hazelwood, je n'entends que du bien sur ses romances contemporaines, donc pourquoi pas la découvrir dans un genre un peu plus fantastique. Une petite surprise m'attendait dans ma boîte aux lettres, puisque j'ai reçu de la part des éditions Bayard Jeunesse le tout dernier Victor Dixon. C'est Agence Perdido, donc le premier tome, les derniers retrouveurs. Je ne l'ai pas demandé, mais ça a été dans ma boîte aux lettres. Bah écoutez, je vous remercie grandement. C'est de la jeunesse, un très beau relié en tout cas, avec un très joli jaspage. Petite illustration comme ça à l'intérieur. Nous sommes sur une mise en page aussi très aérée quand même. Et donc, si j'ai bien compris, nous avons chaque jour des objets et des gens qui disparaissent. On les pensait perdus à jamais, mais peut-être ont-ils été volés par des créatures qui s'appellent les croque-mitaines. Donc c'est vraiment aussi quelque chose de très spooky pour Halloween, pour un public aussi jeune. Donc pourquoi pas, écoutez, j'aime beaucoup Victor Dixon dans sa saga Vampiria. Pourquoi pas le découvrir dans cette saga-là également. C'est un autre genre, beaucoup plus jeunesse. Donc là nous sommes avec Lucie qui va voir sa vie basculer lorsque sa mère disparaît mystérieusement. La jeune orpheline est donc réduite à voler dans les trains de New York jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Rita Perdido, une femme entourée de secrets qui lui propose donc de rejoindre son agence. Une agence où ils vont devoir retrouver donc les objets volés et les personnes disparues, peut-être donc aussi sa mère. De la part des éditions Olympe, j'ai reçu un titre que j'ai mis dans pas mal de challenges et que je n'ai toujours pas lu, mais qui serait parfait aussi je pense pour la période donc d'Halloween, puisque je suppose que nous sommes avec des vampires là-dedans. Il s'agit d'un pétale de sang, non c'est l'inverse, un pétale de cristal et de sang, donc de Sarah A. Parker, que j'ai reçu dans l'édition reliée, mais pas très souple au niveau de la reliure. Bref, nous sommes avec une jeune femme qui a vu sa famille se faire massacrer quand elle avait 1 an, je crois. Elle a ce traumatisme qui est en elle qui l'oblige du coup à rester enfermée dans son château, au sein de sa tour. Elle a été recueillie par un homme qui aujourd'hui la regarde comme si c'était la chose la plus détestable du monde. Donc il lui voue une haine, on ne sait pas trop pourquoi, mais on suppose que c'est un petit vampire qui a envie de manger un petit peu son sang. C'est tout ce que je sais à peu près de ce résumé, et écoutez, pour moi ça me va amplement. On nous dit unique rescapée d'un massacre sanglant il y a 19 ans, elle est aujourd'hui seule en haut de sa tour, fragile, une énigme. J'ai l'impression que ça nous fait penser un petit peu à Réponse tout ceci. Je vois la lumière qui vacille vachement et j'en suis désolée, j'espère que ça sera pas trop moche pour vous. Je fais au mieux. Avec les éditions Olympe, chez moi ça passe ou ça casse, j'espère que ça va vraiment passer avec ce roman là. Je l'ai pas trop vu passer pour le coup sur les réseaux, donc je reste quand même confiante. C'est de la romantécie encore une fois, et j'ai l'impression que nous sommes possiblement
avec un double point de vue. Je suis en train de regarder parce qu'on a aux en-têtes de chapitre un prénom. Je pense qu'on va avoir potentiellement un peu le point de vue masculin de temps à autre. C'est pas ce qui a l'air le plus dominant, mais écoutez, on verra bien une fois que je l'aurai lu. Là, cette fois-ci, c'est un achat de moi à moi. Voilà, un petit cadeau que je me suis fait. C'est un peu le principe à chaque fois que j'achète des livres. Mais j'ai acheté un titre qui me faisait très envie chez les éditions Savran et je me rends compte que je l'ai même pas enlevé du blister. Forcément une lecture parfaite pour l'automne. Je suis pas forcément une lectrice de saison, mais alors l'automne, j'y vais à fond les ballons. Et donc j'ai pris L'automne sans fin de Amy Avery, publié aux éditions donc Sabran dans une très belle version collector reliée avec un très très beau jaspage. De ce que je me souviens du résumé, nous sommes avec une fille qui est un petit peu la servante d'un dieu, le dieu de l'automne. Et ce dieu-là va passer une frontière dans le monde des humains avec sa servante donc, mais ils vont se retrouver piégés. Le passage va se refermer. Qui a refermé le passage? Ça va être bien sûr toute la question, mais ils vont devoir évoluer au sein du monde des humains. Et voilà, c'est un miroir qui permet de traverser justement et qui se brise, donc impossible de retourner dans leur monde. Ils sont prisonniers, c'est ce qu'on dit désormais, prisonniers de leur saison. Ils vont devoir faire face aux afflictions de la vie mortelle alors que les catastrophes se succèdent, suspectée d'être l'instigatrice de ce chaos. Donc la jeune servante devra découvrir qui aurait intérêt à ce que ce dieu soit exilé à tout jamais. Franchement, si je les lis pas pour cette saison, je sais que je ne lirai pas tout de suite. J'attendrai l'année prochaine, donc j'ai vraiment envie de me dégager du temps pour le découvrir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai reçu de la part des éditions Stardust un titre que j'attendais avec impatience parce que j'avais beaucoup aimé. Le premier tome, c'était normalement un one shot, mais au vu de la fin, c'était sûr qu'il allait avoir une suite et ça n'a pas loupé puisque j'ai reçu la suite, mais bien des années après parce que je crois que je l'ai lu il y a 2 ans. Alors je l'ai beaucoup aimé il y a 2 ans, mais depuis j'ai quand même un petit peu étoffé, on va dire, mon esprit critique sur les livres. Donc Émilie de la bibliothèque d'Emilia a lu il n'y a pas très longtemps le premier tome et elle l'a abandonné, elle l'a pas du tout aimé et je me dis waouh, je l'ai adoré à ce moment-là, mais est-ce que je l'aimerais toujours autant aujourd'hui? Quoi qu'il en soit, j'ai reçu le spin-off donc de la part des éditions Stardust. Il s'agit de Forest Fall de Lyndale Clipson. Donc c'est le tome 2 du manoir de Lake-Sage. C'est une histoire un petit peu sombre, gothique aussi, parfait pour la saison. On va y suivre une jeune fille qui va essayer de tout faire pour protéger son petit frère qui sait manier aussi les ombres. Ils vont se retrouver tous les deux dans un manoir un petit peu lugubre où vit un aristocrate qui est aussi très rejeté de la société. La fin, j'avais adoré de ce que je me souviens, mais pareil, là mes souvenirs remontent à longtemps donc je ne sais plus trop et j'avais tellement hâte de lire la suite, mais j'ai un petit peu peur. Je sais pas si ça vous le fait aussi, vous de votre côté, quand vous avez adoré un livre mais que le temps a passé, est-ce que déjà vous allez aimer le livre autant qu'avant? Et est-ce que vous avez peur aussi de vous jeter sur la suite dans le sens où vous serez déçu de ne pas l'aimer autant que vous l'aurez souhaité? Voilà, dites-moi en commentaire. De la part des éditions du coup Calix, j'ai reçu une de leurs dernières nouveautés. Je vous avoue que je ne sais pas trop de quoi ça parle. En tout cas, je suis contente parce que le livre est beaucoup plus joli que ce à quoi je m'attendais. Les éditions Calix, j'aime pas du tout leur relier parce qu'ils ont voulu faire dans la même veine que la saga Bridgerton. Donc avoir une esthétique qui est commun à la collection et pas forcément au roman en lui-même. Et je trouve ça dommage. Ils ont changé pour ce titre-là et j'en suis bien contente parce que du coup je le trouve vraiment très joli. Il s'agit de Spark of the Everflame, donc de Pen Call aux éditions Calix que j'ai reçu dans une très belle édition reliée avec un jaspage. Voilà. La texture reste la même que les autres éditions en relié et à l'intérieur vous avez aussi une très jolie illustration qui est la même à l'arrière. Pour le coup, par rapport aux autres, je trouve qu'il est écrit assez gros et ça fait plaisir. Je vais pas m'arracher les yeux en le lisant, mais alors je ne sais plus de quoi ça parle du tout. Je sais que c'est de la romantécie. Encore une fois, dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diem Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères Coralie a laissé derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. Je te dis pas la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très curieuse. J'avoue que j'ai pas forcément eu que des bonnes lectures avec les éditions Calix. Je n'ai gardé dans ma collection finalement que The Royal Coven, donc je suis très intéressée quand même de découvrir ce titre-là dans l'espoir de savoir si c'est une collection qui me correspond ou pas du coup. Et alors là j'ai eu la chance de recevoir de la part des éditions Lumen un
très beau service de presse, je vous l'avoue, parce que ça vient de mon autrice préférée pour l'édition collector du coup de Galante de Vie et Schwab. Donc je l'ai reçu dans sa très jolie édition collector. Vous avez un effet un petit peu cuir qui rappelle finalement le journal intime qui est très présent dans le roman, très important aussi. Et donc on a cet effet un petit peu cuir avec un très joli jaspage qui correspond tout à fait à l'ambiance du roman et des très belles illustrations à l'intérieur, que ce soit devant ou à l'arrière. La particularité de Galante, c'est que vous avez tout à l'intérieur une mise en page assez particulière, que ça soit avec des illustrations ou des pages tout en noir comme ça. C'est très important du coup pour l'histoire et je la trouve particulièrement originale puisqu'on va y suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Olivia, qui est orpheline, qui est aussi muette. La seule chose qu'elle a de ses parents, c'est notamment le journal intime donc de sa mère qui lui permet de se rapprocher un petit peu d'elle, de la connaître, mais dans ce journal intime, sa mère dépérit au fur et à mesure. On comprend que son esprit n'est plus aussi vif que les premières pages. Et dans ce journal intime, il y a surtout une mise en garde à destination d'Olivia. Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante. Est-ce que c'est une ville, une personne? Et un jour, elle reçoit une lettre de la part de son oncle. Elle ne savait même pas qu'il existait. Il l'invite à le rejoindre dans son manoir à Galante. Sauf qu'elle va se rendre dans ce manoir dans l'espoir de trouver une nouvelle famille. On peut pas dire que l'accueil il sera des plus chaleureux de la part de son cousin, mais elle va découvrir aussi tout plein de mystères. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Olivia elle a la capacité de voir les fantômes, ce qu'elle appelle des ghouls en fait. Et dans le manoir, elle va en voir beaucoup. C'est un petit peu un conte gothique très sombre, mais ça reste du jeunesse, young adulte. En tout cas, une lecture parfaite pour l'automne. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des lectures recommandations pour l'automne. Donc très contente d'avoir reçu ce titre-là du coup de la part des éditions Lumen. Et enfin on arrive au tout dernier titre que j'ai à vous présenter et mon dieu je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. Je l'ai reçu et il fait, écoutez, 700 presque 800 pages. Il est vraiment gros, mais je suis très contente de l'avoir reçu en service de presse. Franchement, je ne m'y attendais pas. Il est tellement magnifique. Il s'agit du livre maudit d'Azraël, du coup, de Amber V. Nicole, qui m'a été envoyé en service de presse par la maison d'édition Bookmark. Donc c'est le premier tome de Gods and Monsters. Waouh, qu'il est énorme, mais très beau. Regardez-moi ce jaspage, franchement, je suis fan. Et la couverture est de Nicolas Jamono. Magnifique, une pépite. Franchement, je le trouve trop beau. Et donc ici, je ne me souviens plus de quoi ça parle non plus. J'étais très contente de le recevoir, surtout que c'est écrit un petit peu gros, donc on va pas se péter les yeux encore une fois à le bouquiner. Et à la fin, vous avez des illustrations. Et même là, regardez-moi à quel point c'est joli. Quand deux destructeurs de monde se rencontrent, 1000 ans plus tôt dans les déserts d'Eoria, Je vais pas arriver à finir cette vidéo. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Kaden, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Zamkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur de monde, un mythe aux yeux des ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et de collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif, et bien plus encore. Je pense qu'on est sur une romantécie un petit peu enemies to lovers, en tout cas j'ai très hâte de le lire, ça va me tenir un bon paquet de temps je pense. Et voilà tout le monde, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je suis désolée encore une fois pour la variation de lumière, je joue avec la lumière naturelle donc que voulez-vous, je ne peux pas gagner forcément, je sais pas pourquoi je m'entête. En tout cas n'hésitez pas à me dire combien de livres sont rentrés dans votre pile à lire à vous au cours du mois de septembre et si le mois d'octobre s'annonce tout aussi catastrophique ou pas. En tout cas en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.